Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique du deuxième volet des Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, un film sorti en 2006 donc de Gore Verbinski. C'est un film avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, plein d'autres bien entendu. C'est un film qui a coûté 225 millions de dollars mais il a été bien rentabilisé avec 1,66 milliard, un énorme succès. C'est aussi un film qui a reçu le BAFTA et l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en son temps. Il dure 2h30 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien c'est une histoire qui est bien détachée du premier volet. C'est Jack Sparrow qui cherche le moyen de faire taire une malédiction, qui cherche à trouver quelque chose dans un coffre mystérieux dont la clé est détenue par Davy Jones. Encore une fois, c'est une production qui fut à deux doigts d'être annulée par le studio. Et c'est une suite qui prend ses distances avec l'attraction dont est issu le premier volet. Donc ici, nous avons affaire à une véritable histoire de pirates, détachée de cette idée d'attraction, bien que le film soit très attractif. C'est un scénario qui est pour moi très réussi. C'est un scénario mieux ficelé que le premier, une suite beaucoup plus sombre, bien entendu, bien qu'il reste très humoristique. Il y a même un critique qui a comparé le film à l'Empire contre-attaque, beaucoup plus sombre, et d'autres l'ont comparé à Matrix Reloaded pour cette idée de chute d'intérêt pour un deuxième volet. C'est un film qui est quand même assez calibré pour un succès assuré, et ce fut le cas. C'est l'exotisme plus que jamais, avec des cannibales, des trucs comme ça, des choses, bien sûr, moi qui ai travaillé justement sur la séquence des cannibales dans 20 minutes sous les mers, c'est vrai qu'il y a un exotisme terrible dans ce film-là. Un scénario faussement complexe à mon sens, Gore Verbinski ne laissant jamais à son récit le temps de se poser, mais il y a des passages qui m'ont un petit peu moins captivé, comme le moment avec la femme du bayou, voilà. Mais c'est dans le souffle d'aventure que le film doit se démarquer, et il le fait. On se déplace dans plein d'endroits, ça c'est sûr. C'est très long, mais c'est très rythmé. On pourrait justement lui reprocher peut-être d'être trop frénétique, mais c'est un renouvellement des codes du genre qui marche très bien. Il y a aussi un côté religieux dans ce film-là, mais déjà présent dans le premier avec l'âme, la rédemption. Ici c'est un petit peu plus présent. Il y a, je pense, un excès de générosité. Le film est très généreux. Dans les situations, dans le final qui est énorme, l'univers de Pirates des Caraïbes s'en retrouve grandi, particulièrement avec ce second volet. L'intrigue est quand même assez développée, ainsi que les rebondissements. Rebondissements qui concernent plein de personnages. Ce qui est pratique, c'est que l'univers est acquis lors du premier volet, et donc on voit plus rapidement aux points importants dans cet épisode-ci. C'est la force des deuxièmes volets en fait. Les personnages nous sont désormais familiers, et donc c'est mieux équilibré, chacun a droit à ses petites scènes, en bien sûr Jack Sparrow, le grand Jack Sparrow, le capitaine Jack Sparrow, Johnny Depp, il fait la même chose, mais ça marche toujours autant. Il est en grande forme, maladroit et manipulateur. Will Turner aussi a une véritable évolution. C'est Orlando Bloom qui a le rôle le plus important à mon sens dans ce volet-ci. Il y a une romance qui agace toujours autant, mais c'est un côté très romanesque avec Elizabeth Swann qui a déjà beaucoup plus d'indépendance que dans le second, et dans le troisième ça va se confirmer encore plus. C'est un film sur l'indépendance des femmes. C'est peut-être elle qui évolue le plus dans toute la trilogie de Verbinski comparé aux autres, bien que là Will Turner nous montre vraiment que ce n'est pas le petit minet du premier volet. Mais, même s'il y a Jack Sparrow en pleine forme et tout ça, le plus charismatique pour moi, le must, la grande attraction de cet épisode-ci, c'est Davy Jones. Voilà. Ultra charismatique, bien plus que Jack Sparrow, je pense, et ils ont fait ce qu'il fallait pour, avec ses cheveux, des rastas tentacules. Mais quelle idée! Son design est formidable! Et moi je kiffe, ouais, quand il est en train de parler et tout ça. À un moment, ils sont en train de faire de parler du prix des âmes et tout ça. À un moment, il y a Davy Jones qui dit « Mais une âme n'est pas forcément égale à une autre !» Alors il y a Jack Sparrow qui lui dit « Ah, mais maintenant que nous sommes d'accord sur le concept, on va pouvoir parler du prix !» Et là, il y a Davy Jones qui fait le prix, un espèce de bloop de la bouche qui est juste énorme parce que ça va totalement au personnage. Bill Nighy fut l'acteur qui joua en motion capture, une capture comme pour les squelettes du premier volet. Davy Jones est si bien fait que les critiques ont cru à du maquillage. Les personnages d'ailleurs du Hollandais volant sont super bien faits.
plus ils sont gradés en fait, plus ils ont des mutations, et ils sont tous en images de synthèse, sauf Stellan Skarsgård, l'acteur suédois qu'on voit dans beaucoup de films américains en ce moment, qui joue Bill Turner. Lui, il a eu droit à 4 heures de maquillage. Ce deuxième volet comprend donc beaucoup de personnages, mais on a aussi des pirates qui reviennent, une sorte de bande de potes dans l'équipage de Jack Sparrow. Je trouve que c'est très très fort de le faire de cette façon. Voilà, on a les deux sidekicks des pirates, on a le muet avec son perroquet, on a Maître Gibbs. Voilà, ils sont tous très très bien. Moi, ça me fait penser à ces films d'aventure comme les Indiana Jones ou Willow, des films d'aventure comme ça. Moi, je trouve Pirates des Caraïbes, c'est pleinement dans cette idée. Les personnages sont parfaitement caractérisés, mais ils sont très forts. Je veux dire, ils véhiculent des fonctions, mais c'est très très bien fait. C'est vraiment le film d'aventure de cette décennie. La mise en scène, c'est un déballage esthétique sans précédent. Ce film est témoin de son époque, du tout numérique, des couleurs qui pètent et des effets esthétiques. Encore une fois, moi je salue le talent des équipes techniques des productions design pour tout le travail pour nous rendre compte d'un univers très détaillé. Il y a eu 500 personnes quand même pour s'occuper de tout ça. Il y a eu des problèmes avec le climat, ils ont construit 4 navires pour le film. Voilà, c'est de la démence quoi. Voilà, mais Gore Verbinski était un dément. Ils ont fait aussi une réplique, alors ça j'avais lu ça, une réplique du bateau qu'on voyait dans Les Révoltés du Bounty, un film de 1962 que je vous conseille, superbe film avec Marlon Brando. C'est un film qui est calibré, je veux dire, on peut pas lui reprocher de vouloir trop en faire, c'est son but. Il y a un dynamisme burlesque, clairement, avec ce combat dans la roue, c'est très très spectaculaire quand même. On a un grand sens de l'humour qui se développe à tout va, avec Johnny Depp et les cannibales. Un moment, alors il y a un truc typique Simpson, je trouvais, avec les cannibales. C'est un moment, Johnny Depp, il demande « Oh, il faut faire un grand feu !» Alors il y a tous les cannibales qui commencent à faire du feu, et après les cannibales, ils se retournent vers le trône où il y a Johnny Depp, mais il est plus là. Et le plan suivant, on voit Johnny Depp dans un plan général en train de courir sur un pont pour échapper aux cannibales. Je trouvais que ça faisait très très Simpson. Cette idée d'ellipse comique qui parle l'opposé total au plan précédent provoque le rire. Voilà, il y a des effets de mise en scène, des effets de montage qui sont aussi très très forts au niveau de l'humour. C'est assez savoureux. Même si on ne rit pas forcément à gorge déployée à chaque gag, on est diverti et chacun trouvera son compte. Il y a aussi un autre moment où ils doivent prendre plein de poudre, mais ils en ont pas assez. Alors il y a Orlando Bloom qui dit « Ajoutez le rhum !» Et il y a tous les pirates qui, avec un gros silence, alors qu'avant on avait une super musique d'action et tout ça, il y a tous les pirates qui se retournent et il y a un gros silence dans la cale et tout le monde regarde Maître Gibbs. Ajoutez encore le rhum! Et les autres ils sont complètement décomposés. Et quand je parle justement de musique, alors là, Hans Zimmer, il s'occupe de la suite, donc c'est plus Klaus Baldwin avec, mais c'est Hans Zimmer et là, ça déménage. Ça correspond tout à fait à l'ambiance beaucoup plus sérieuse. Elle est pas très innovante, mais elle est divertissante et on assiste aussi à quelque chose qui arrive souvent dans les films sur lesquels s'occupe Hans Zimmer, c'est qu'il reprend des thèmes, le bougre. On dirait qu'il a plus d'inspiration et il reprend de thèmes d'autres films. Ici, nous avons des notes qui sont reprises de la BO du Roi Arthur, le film minable avec Clive Owen. Eh bien, en fait, je fais une petite aparté, mais le Roi Arthur, il faut écouter la musique, mais pas regarder le film. Non, mais le film c'est vraiment pourri, hein. Mais la musique elle est formidable, c'est une des meilleures BO de Hans Zimmer, le Roi Arthur. Bien ici il reprend un thème, curieusement pour un moment aussi dramatique. C'est comme si Hans Zimmer essayait de peaufiner un thème précis en n'hésitant pas une seule seconde à le remettre dans un autre film. Ça c'est un choix vachement étrange. Et là on va passer à des choses assez intéressantes aussi, les effets spéciaux. On reprend un peu le même cocktail que dans le premier film avec, je trouve, un nouveau bateau aux créatures fantastiques, mais plus dangereux cette fois-ci. Je trouve que l'équipage du Hollandais volant est beaucoup plus amusant qu'avec des squelettes du Black Pearl qu'on avait dans le premier, une armée des morts, aquatique, mais des effets spéciaux qui ont vieilli, particulièrement ceux concernant le Kraken. Le moment
le plus épique du film, le Kraken. Clairement une référence, je pense, à 20 milieux sous les mers, l'attaque du calmar géant, dont j'ai fait une analyse, je vous invite à aller la regarder. Mais c'est très difficile quand même d'animer une bestiole pareille, car ça n'a pas vraiment de référence dans la vie réelle, c'est vraiment une créature qu'il fallait fabriquer de toutes pièces. Et le combat, il y a de telles interactions dans cette séquence, c'est complètement fou. Et Verbinski s'est fait un nom avec cette trilogie, mais il faut bien se mettre en tête que ce film est là pour divertir le public, divertir les masses populaires. Mais oui, et cet épisode du Kraken, mais c'est complètement épique. On n'est pas là pour amener une réflexion. Après, rien n'empêche que l'œuvre réalisée puisse, par la suite, connaître un succès auprès des critiques et des universitaires qui vont peut-être le décortiquer et retrouver, par exemple, cette idée de réactivation des genres, du film de pirate, du film d'aventure en mer. Comme je disais, justement, je parlais des Révoltés du Bounty, mais je pourrais parler des films de Simbad. Ce film est clairement un hommage à ces films-là. Donc, même si on trouve que c'est très standardisé, que c'est très classique, cinéma contemporain, effets spéciaux, effets m'as-tu vu et tout ça, eh bien, c'est quand même un film qui a fait date. Tout le monde s'en souvient, ne serait-ce que pour le personnage de Jack Sparrow, mais tout le monde a vu au moins un épisode de cette série. C'est une série qui a été source de succès. C'est pour moi, clairement, le deuxième épisode, le meilleur de cette série des 3, hein, de la trilogie de Verbinski. Je vais pas parler du 4, hein, parce que le 4, c'est vraiment tout pourri. J'en parlerai peut-être, mais pas tout de suite. Mais voilà, c'est le film Popcorn de 2006. Il est super rafraîchissant. Quand j'étais sorti du film, mais je me suis dit, mais quel putain de bon film. Je viens de voir un putain de bon film. Mais voilà, mais quand j'étais sorti de la salle, je me disais, j'avais les rêves plein la tête, et ce Kraken, et ah là là là, ah mais ça fait vachement du bien de sortir d'Inside et de se dire qu'on a vu un film formidable. Ah, il faudrait que ça revienne là maintenant. Mais oui, j'étais vraiment complètement bluffé, et aujourd'hui je me rends compte que c'est aussi un film qui est techniquement très très abouti, bien que malheureusement ça ait vieilli, les effets spéciaux ont vieilli, mais ça n'empêche pas que le film est quand même d'une très bonne qualité. Je lui mets 16 sur 20. Et Pirates des Caraïbes, grâce à ce deuxième film, s'impose comme une franchise modèle par le sérieux avec laquelle elle respecte son public, tout en faisant preuve d'originalité, de renouvellement et surtout d'un grain de folie qui lui est propre et qui lui permet de tenir la distance sur près de 2h30 de film. C'est quand même pas rien. Donc moi, je suis très content de cet épisode. J'ai terminé ma critique. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera envie de regarder ce film si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à poster des commentaires. Je serai de toute façon très ravi de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à suivre l'actualité, la suite et des aventures avec la critique du 3e volet. Je vais continuer de toute façon à faire aussi les Disney, donc il y a encore plein de choses qui vont se passer sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me fera de toute façon très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir et ça me donne envie de continuer encore de plus belle. Et quant à moi, eh bien je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!